Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Élisée Sarin, L'organisation en procès 2022. Philippe Duez, Habiter un monde plus humain. L'éthique d'un contrat géographique fondé sur le vivable, 2022. Quentin Meux, La République des valeurs 2022. Yahya El Yayaoui, Les communs numériques, propriété, économie de partage et gouvernance polycentrique, 2022. Jacques Langlois, Pour un changement anticapitaliste de société, 2022. Sébastien Roffa, Faire du rêve une réalité, l'histoire de Disneyland Paris, nouvelle édition 2022. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie 2022. Daniel Favari, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant 2022. Introduction. En février 2022, Vladimir Poutine a été précautionneux. Avant d'envahir l'Ukraine le 24, il est allé à Pékin rencontrer son collègue Xi Jinping, le 4, pour s'assurer de son appui. Ce qui pour beaucoup d'analystes n'était jusqu'alors qu'une hypothèse peu vraisemblable est désormais avérée. L'alliance Pékin-Moscou est bien réelle, une amitié solide comme le roc, revendiquée par les intéressés eux-mêmes. Carte blanche à la Russie pour l'Ukraine, sous couvert du refus d'une extension de l'OTAN, appui aux prétentions des dirigeants chinois sur Taïwan, c'est le grand retour des empires. Et très vraisemblablement, le début d'une nouvelle guerre froide avec l'opposition de deux blocs organisés respectivement autour de la Chine, d'une part, des États-Unis d'autre part. On croyait à la fin du XXe siècle, avec la décolonisation, la fin de la guerre du Vietnam et l'effondrement de l'URSS, que les empires avaient disparu de sorte que tous les peuples, liés de façon pacifique par le développement des échanges commerciaux, allaient enfin pouvoir disposer librement d'eux-mêmes, conformément à la Charte des Nations Unies. C'était oublier qu'il restait encore deux grands empires. La Fédération de Russie dominée par les grands Russes, dont Marx soulignait le chauvinisme, l'empire du milieu communément appelé Chine dominé par l'ethnie Han, des empires dotés de systèmes politiques totalitaires et de dirigeants aux rêves impériaux et impérialistes. De plus, les politiques extérieures des pays occidentaux s'appuyaient sur la croyance que le rejet du collectivisme par ces deux empires signifiait un abandon du totalitarisme, au moins à terme, et que le monde, unifié par le doux commerce cher à Montesquieu, à Norman Angell et à l'OMC, que les firmes multinationales se chargeaient de mettre en œuvre, pourrait grâce à lui connaître la paix. L'année 2022 est celle de la fin des illusions, même si nombreux sont ceux qui persistent dans le déni. Les propagandes russes et chinoises ont de nombreux relais et réseaux d'influence en Occident, et non des moindres, notamment Trump et le mouvement trumpiste aux USA, tant il est vrai que les mouvements populistes ont des affinités évidentes avec les régimes totalitaires. Ces derniers supposent une réécriture de l'histoire et le mensonge pratiqué à grande échelle. Comme l'avait énoncé George Orwell, le contrôle du passé est pour eux un enjeu de pouvoir de première importance. À cet égard, la rhétorique du professeur Poutine, autodéclaré grand historien, comme celle de son ami Medinsky, atteint des sommets. Non seulement l'Ukraine serait infestée de néo-nazis, mais de plus, elle ne serait pas un vrai pays, étant décrite comme une simple composante d'un monde russe, de sorte que opération spéciale apparaisse bien comme une affaire intérieure. Cette rhétorique est évidemment utile pour justifier les agissements entrepris hier et peut-être demain.
non seulement rassembler les trois Russies ou reconstituer ce qu'était l'empire des Tsars, mais plus largement, transformer l'ensemble de l'Europe continentale, une fois débarrassée de l'influence et de la protection américaine, en un grand protectorat de Moscou. Il n'y a pas qu'une simple visée de puissance et d'extension territoriale derrière le discours de Poutine. Il est en effet intolérable qu'aux portes d'un empire totalitaire puissent prospérer les vitrines de pays libres, organisés de façon démocratique. Il en va des conditions mêmes de reproduction du système de pouvoir de cet empire. Ce qui peut apparaître comme une guerre d'importance locale doit être analysé, d'une part en fonction des deux mobiles évoqués dans ce qui précède, qui guident les actions du Kremlin, d'autre part comme un élément dans l'affrontement mondial de deux blocs. La guerre en Ukraine, et les sanctions qu'elle a suscitées, contribuent, certes à une séparation de plus en plus marquée des économies occidentales d'avec celle de la Russie, avec le coût économique que cela comporte nécessairement pour les uns et pour les autres. Toutefois cela va bien au-delà. Le processus de séparation économique des pays occidentaux et de leurs alliés d'avec l'autre bloc concerne aussi, et principalement la Chine. Il était déjà enclenché depuis l'invasion par la Chine de la mer de Chine du Sud, le génocide commis par Pékin au Xinjiang et la reprise en main musclée de Hong Kong, il est accéléré par la guerre en Ukraine. La stratégie de Pékin de lutte contre le Covid consistant à isoler complètement certaines villes ou régions a contribué à augmenter les délais de livraison de nombreux produits chinois à l'exportation, une gêne certaine pour les économies occidentales, un facteur d'inflation. Cela s'est accompagné, au cours de l'année 2021, donc avant même l'invasion de l'Ukraine, d'une politique chinoise de surstockage systématique, de produits énergétiques, pétrole et surtout, gaz et de produits alimentaires, blé, maïs, soja, etc., contribuant à leur raréfaction sur les marchés mondiaux et à l'augmentation de leurs prix, autre facteur d'inflation et d'affaiblissement pour les économies des États-Unis et de leurs alliés. En même temps, reprennent vie et force de vieilles alliances, c'est vrai pour l'OTAN, une organisation qui semblait moribonde, ou bien pour l'alliance de fait entre les États-Unis, le Japon et l'Australie, alors qu'en face se renforcent les liens entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Cette fracture du monde, dont la guerre en Ukraine constitue aujourd'hui la partie la plus visible et qui se manifeste dans les domaines économiques, financiers et monétaires, est également politique, diplomatique, culturelle, idéologique. On trouvera, en annexe de cet ouvrage, à titre d'illustration de la profondeur du fossé qui sépare les pays se réclamant de valeurs universelles et ceux qui les refusent, un document interne du Parti communiste chinois, des directives concernant la sphère de l'idéologie. Le monde, qui est plein d'incertitudes, en particulier l'issue de la guerre en Ukraine, la confrontation autour de Taïwan ou le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2024, semble s'enfoncer durablement dans une nouvelle guerre froide. Antoine Brunet, Laurent Estaquis, Alain Garrigou, Jean-Paul Guichard. L'Ukraine. Vraie nation et vraie victime de l'impérialisme russe, guerre et mensonge d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire, Jean-Paul Guichard. Comme on le sait, la rhétorique de Poutine justifiant son opération spéciale est fondée sur l'affirmation selon laquelle l'Ukraine ne serait pas un vrai pays mais ne serait qu'un élément d'un seul et même ensemble, le monde russe. L'Ukraine ne serait qu'un pseudo-État, dirigé par des nazis et manipulé par l'Occident, notamment par les États-Unis et par l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un État qu'il faudrait démilitariser, neutraliser et surtout, dénazifier. Alors, Russie et Ukraine, deux pays ou bien un seul ? Sans l'ombre d'une hésitation, on peut conclure qu'il s'agit bien de deux pays distincts, tout comme le sont la France et l'Italie, toutes deux issues de l'Empire romain. Il y aura lieu ensuite de proposer une explication concernant le comportement des dirigeants russes. Au-delà des mots et des justifications, quel est donc le projet sous-jacent à cette terrible destruction de tout un pays européen ? Nous entrons dans une période de nouvelle guerre froide avec l'opposition de deux blocs. D'une part un bloc totalitaire autour du duo Chine-Russie, d'autre part un bloc des pays démocratiques. Le projet de Poutine pourrait bien être celui d'une vassalisation de toute l'Europe continentale. L'origine commune à la Russie et à l'Ukraine, la Rousse de Kiev. Sans remonter jusqu'à la préhistoire, disons que le territoire de l'actuelle Ukraine faisait partie, vers le 7e siècle, d'un empire qui s'étendait jusqu'à la Caspienne et au Caucase. C'était l'empire des Khazars, un peuple turco-mongol en voie de sédentarisation.
Ce territoire allait être conquis progressivement par les Varegs, une variété de Vikings venus du nord, sous la direction d'un chef appelé Rioric, fondateur d'une dynastie qui se terminera au début du XVIIe siècle, à la fin d'une période dite du temps des troubles. Ils avaient fondé les villes de Peskov et de Novgorod. En 882, Oleg le Sage fonde la ville de Kiev. Cette conquête marque l'avènement de ce creuset du monde russe qu'est la Rousse de Kiev, l'équivalent de ce qui est pour les pays latins l'Empire romain. Son âge d'or s'étale sur 3 siècles, le Xe, le XIe et le XIIe siècle. Vers l'an 955, Olga de Kiev, Sainte Olga, la régente de la principauté de Kiev, se fait baptiser à Constantinople et en 988, son petit-fils Vladimir, appelé aussi Vladimir Soleil Rouge et encore Fornicator Maximus, en raison de certaines de ses œuvres, de nombreux viols en particulier, grand prince de Kiev, se fait baptiser à Cherson, à ne pas confondre avec l'actuelle ville de Kherson, près de l'actuelle Sébastopol en Crimée. Après sa mort, il deviendra Saint Vladimir. Immédiatement après ce baptême, est créé le métropolitat de Kiev en l'an 991, sous l'autorité du patriarcat de Constantinople. Il sera transféré 3 siècles plus tard dans la nouvelle ville de Vladimir d'abord, en 1299, puis à Moscou où il conservera l'appellation de métropolitat de Kiev jusqu'en 1448. Le métropolite de Kiev sera le chef religieux de l'ensemble de la Rousse de Kiev, puis de la Russie. La séparation entre le nord et le sud. La Rousse de Kiev va se décomposer progressivement à partir de la mort de Mstislav le Grand en 1132. Ce prince était l'un des fils de Vladimir Monomaque, lequel avait pour mère une princesse byzantine, Anastasia, fille de l'empereur Constantin Monomaque. Cette décomposition de la Rousse de Kiev résulte de 2 facteurs. Il y a, d'une part, les règles obscures de succession qui donnent lieu dans le meilleur des cas à de petits meurtres en famille, ou bien alors à des guerres entre les principautés, et il y a d'autre part, les incursions et les razzias des cavaliers des tribus de l'Est. Des Bulgares, des Polovts et des Tatars qui finissent par ruiner périodiquement les villes commerçantes le long des rivières, notamment du Dniepr. Le monde de ces principautés se scinde alors en 2 ensembles. D'une part au nord-est où sont fondées les villes de Vladimir, Kostroma puis Moscou, une région de forêts et de lacs difficile d'accès pour les hordes de cavaliers, d'autre part au sud et au sud-ouest, la Galicie, la Volhynie, la région de Kiev et de Tcherniv. Le nord-est ignore dans une large mesure les échanges marchands, ce qui favorise l'autocratie. Au sud, en revanche, il y a des villes qui développent le commerce et les vietchés, des assemblées de marchands et de notables qui décident d'un grand nombre de choses, une limitation du pouvoir des princes. L'année 1223 constitue un tournant. C'est le déferlement des 25 000 cavaliers de Gengis Khan qui sème la dévastation, dans la basse Volga, le Kouban et ce qui est maintenant l'Ukraine. Face à ce fléau, les réponses du nord et du sud seront différentes. L'entente avec les Mongols ou bien l'affrontement avec eux. Les principautés du nord ont affaire à 2 ennemis. Les Mongols à l'est qui veulent imposer leur protectorat et le versement périodique d'un tribut, les très violents chevaliers teutoniques à l'ouest qui veulent imposer le rattachement religieux à Rome mais surtout, qui constituent pour leur propre compte une sorte d'empire menaçant Peskov et Novgorod. Entre les 2 dangers, Yaroslav II, prince de Vladimir et son fils Alexandre Nevski choisissent celui qui leur paraît le moindre, la soumission aux Mongols. Cela est scellé lors des une visite au grand Khan Batu, en 1243. Le Sud est amené à faire le choix inverse. Après avoir lui aussi fait allégeance au Khan, Daniel de Galicie reçoit en 1254 du pape la couronne royale de Petite-Russie. Il reste au sein de l'orthodoxie mais il s'engage à combattre les Mongols, et crée alors un métropolitat de Galicie-Volhynie en 1303, distinct de celui de Kiev qui est alors localisé à Vladimir depuis 1299. Au cours du temps, les principautés du Nord, sous la direction de la Moscovie, vont en 2 siècles se dégager de l'emprise des Mongols. L'émergence de l'Empire russe. Un prince de Moscou, surnommé l'Escarcelle, avait eu la bonne idée de proposer au grand Khan d'être son percepteur pour collecter les tribus, ce qui lui avait permis de fédérer ses principautés sous son autorité. Ses successeurs avaient pu profiter par la suite des dissensions des Mongols et autres Tatars. Le rapport de force s'étant alors inversé, la conquête de la Sibérie avait pu être entamée au temps d'Ivan le Terrible, sous l'impulsion des Stroganov, de riches et puissants marchands et le bras armé des Cosaques que ceux-ci payaient pour cela. Un peu avant,
le danger des Teutoniques avait été écarté grâce à une alliance provisoire avec les Polonais ayant permis la décisive victoire de Grunwald, Tannenberg, en 1410. Toutefois, d'autres dangers apparaissaient. La Pologne, qui constituait en 1569 la République des deux nations catholiques avec la Lituanie, la Suède, la Prusse, l'héritage des Teutoniques, qui n'obéissaient déjà plus à Rome et qui seront luthériens, et dont le Grand-Duché de Königsberg et la Livonie, Estonie et Lettonie constituaient le territoire d'origine, et surtout les Tatars de Crimée, au sud, une partie de l'Empire ottoman. Au sud, le tableau est très différent de ce qu'il était au temps de la splendeur de l'Empire byzantin. Celui-ci n'existe plus, Constantinople est tombée en 1453. Le moment est venu pour que se répande une idéologie nouvelle à partir de 1508, celle de la Troisième Rome. Deux Roms sont tombés, mais le règne de la Troisième, Moscou, n'aura pas de fin. Tsar très pieux, tous les empires appartenant à la religion chrétienne sont maintenant réunis dans votre empire, écrit le moine Philoté. Cela signale que l'Église romaine n'est pas chrétienne car composée d'apostats. Avec cette idéologie, on trouve une double théorie politique qui complète le césaro-papisme qui était déjà la règle. La vocation de l'Empire russe à s'étendre indéfiniment, d'une part, le statut du tsar comme un être intermédiaire entre Dieu et les hommes, d'autre part. Ce n'est en effet plus seulement son pouvoir qui est de droit divin, mais aussi son être même qui est d'essence quasi divine. En 1588, Boris Godunov obtient par la contrainte que le patriarche de Constantinople, Jérémie, reconnaisse Moscou comme siège d'un patriarcat de toute la Russie, qui sera désormais le principal centre de la chrétienté, entendu comme le monde de l'orthodoxie. Il y aura donc par la suite la Sainte Russie et la Russie éternelle. Plus tard, Alexandre Ier inventera la Sainte Alliance. Dieu est avec la Grande Russie. Au sud, la difficile existence de l'Ukraine en tant qu'État. Au sud, il y a l'Ukraine et les Cosaques. Qui sont ces derniers ? Ce sont des hommes libres qui peuvent porter les armes, des guerriers redoutables. Ils se trouvent dans le sud au contact de la Pologne, de la Russie, des Tatars. L'Ukraine est le pays des Cosaques par excellence, mais il s'en trouve aussi dans les régions du Don et de la basse Volga et plus à l'est au Kazakhstan. Cosaque, Kazakh, des mots qui ont la même origine turco-mongole et la même signification. L'Ukraine, ce pays des hommes libres constitue une sorte d'aimant pour les pauvres paysans qui vivent en Russie dans la servitude, les Kolops, et qui veulent quitter leur maître et s'enfuir dans l'espoir d'une vie meilleure en migrant vers le sud. Le voyage est dangereux mais leur vie est tellement atroce qu'ils acceptent de courir tous les dangers. Ils sont parfois repris par les maîtres ou bien ils meurent en chemin. Voltaire disait que l'Ukraine ne pouvait exister qu'en s'alliant au moins avec un de ses voisins, ce qui rendait donc cette existence très problématique. Michel Heller remarque qu'au XVIIe siècle, l'Ukraine expérimente toutes les alliances possibles avec ses voisins. Khmelnytsky avait choisi la Russie, Viovski la Pologne, Petro Dorochenko, lui, opte en 1668 pour le sultan turc, Mazepa enfin choisira les Suédois en 1708. Les hetmans de Petite Russie visent surtout en fait à préserver leur pouvoir. C'est pour cela qu'ils appellent à la rescousse tantôt les Russes et les Tatars, tantôt les Polonais et les Turcs. L'histoire de l'Empire russe retient particulièrement le soulèvement contre les Polonais des Cosaques Zaporog, dont l'hetman Bogdan Khmelnytsky signe en 1654 avec le tsar Alexis Ier, le traité de Péréyaslav qui met la rive gauche du Dniepr sous contrôle de la Russie et permet alors à celle-ci de déclencher une guerre décisive contre la République des deux nations, Pologne-Lituanie, laquelle ne s'en remettra pas vraiment. Malgré la vaillance des Cosaques, le destin de l'Ukraine sera analogue à celui de la Pologne. Cette dernière sera partagée entre les empires de Russie, d'Autriche et de Prusse, alors que l'Ukraine sera pour l'essentiel intégrée à l'Empire russe, de même que le rivage de la mer Noire et la Crimée au temps de Catherine II, un règne marqué par l'apothéose de l'esclavage dans ce vaste empire. Malgré cela, un sentiment national continuera à se faire jour en Ukraine au cours du XIXe siècle. Il se manifestera en particulier par un développement de la littérature en langue ukrainienne, avec notamment l'œuvre de Taras Shevchenko. Un autre caractère de l'Ukraine réside dans l'importance des populations juives, comme d'ailleurs en Pologne et en Russie blanche, et paradoxalement, dans celle des pogroms qui s'y déroulèrent. L'explication est double. Il y a la conversion au judaïsme de Bulan, roi des Khazars, vers le milieu du 8e siècle ainsi qu'à partir du début du 19e,
la politique hostile aux Juifs du régime tsariste imposant à ceux-ci de vivre à l'ouest de l'Empire, Ukraine, Biélorussie, Pologne. Traditionnellement, les Juifs étaient plus instruits que le reste de la population, raison pour laquelle, au XVIIe siècle, les régisseurs des domaines des Polonais nobles, la Pologne dominait alors l'Ukraine, étaient le plus souvent des Juifs, ce qui déclencha sur la base des frustrations des paysans, lorsque les Polonais furent défaits par les Cosaques en 1648, un terrible pogrom connu sous le nom de catastrophe. Pour un ensemble de plus de 700 villages, les assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants se comptèrent alors par dizaines de milliers. À partir du XIXe siècle, les Juifs de l'Empire, parce qu'ils étaient persécutés, furent nombreux parmi les révolutionnaires, ce qui a contribué à accentuer l'aversion pour eux des responsables de l'État ainsi que des petits paysans devenus propriétaires de leurs terres à la suite des réformes de Stolypine. L'indépendance éphémère en 1918. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.